Sors de la voiture maintenant, mets tes mains sur ta tête et ne fais rien, sinon tu verras ce que nous pouvons faire. Le cri strident, perçant et faussement autoritaire d'une jeune policière peut-être nouvelle dans la profession résonnait avec défi au milieu de la rue bondée et bruyante pendant le chaos de l'heure de pointe de l'après-midi. Des lumières rouges et bleues tournoyaient au sommet de la Ford Interceptor du NIP, clignotant sans relâche comme l'œil fixe d'une machine géante, scrutant le moindre mouvement. La scène a suscité les regards curieux, les murmures étouffés et même les hochements de tête frustrés de dizaines de passants rentrant chez eux en toute hâte après une longue et épuisante journée de travail. L'homme assis au volant de la rutilante Rolls-Royce Phantom noire de G, le symbole indéniable de richesse et de pouvoir absolu, fronça légèrement ses épais sourcils. Une lueur d'irritation traversa son visage anguleux et bronzé. « Qu'est-ce qui ne va pas, agent ? Est-ce que j'enfreins le code de la route ?» demanda-t-il d'une voix basse, égale et d'un calme glacial. Mais en lui, une petite flamme d'agacement et même de mépris commençait à s'éveiller. Il n'était pas habitué à recevoir des ordres, surtout pas sur un ton aussi grossier et imprudent. « Ne pose pas trop de questions et n'essaie pas d'être intelligent ici », aboya une autre voix. Un deuxième agent, un homme plus âgé et visiblement plus agressif, s'approcha par derrière. Le ventre appuyé contre son uniforme, son tasé jaune citron serré, prêt à frapper. « Fais ce que nous te disons, ou tu seras éliminé ici même devant tout le monde, grogna-t-il en serrant les dents, une menace emplissant chaque syllabe. Mais que se passait-il vraiment ? Lui, un magnate de renommée mondiale, un vétéran de l'impitoyable océan du commerce international, un homme dont le seul nom pouvait faire trembler les PDG et redresser les conseils d'administration, se faisait maintenant arrêter en pleine rue à New York par deux humbles policiers. Des hommes qui n'avaient probablement jamais touché une voiture de leur vie. Et pire encore, il était traité comme un petit criminel. Qu'y avait-il de si suspect dans une Rolls-Royce Phantom, un chef-d'œuvre émouvant d'ingénierie moderne et de luxe, pour justifier un tel manque de respect ? Où était-ce son costume Armani, parfaitement taillé, qui ressemblait à un objet volé ? À des vêtements empruntés ? Ou, plus grossièrement, était-ce simplement parce qu'il était un homme noir riche et prospère ? Son existence même offensait leurs yeux étroits et pleins de préjugés, des yeux qui avaient été élevés et formés sur l'échafaudage d'un racisme profondément enraciné. S'agissait-il simplement d'une erreur ridicule, d'une rare erreur de jugement de la part de deux policiers incompétents ? Ou s'agissait-il de quelque chose de bien plus sinistre ? Un piège orchestré, une attaque soigneusement orchestrée, destinée à briser son image, sa dignité, son empire ? Ces deux officiers en uniforme, enivrés par l'autorité éphémère conférée par un badge, avaient-ils la moindre idée de qui ils cherchaient à intimider ? Savaient-ils qu'ils s'attaquaient à un nid de frelons, à une puissance souterraine qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre ? Une force qui, d'un simple geste de la main, pourrait les réduire en poussière. Tout avait commencé de manière assez ordinaire, voire un peu ennuyeuse, seulement 15 ou 20 minutes plus tôt. Ce mercredi après-midi de milieu de semaine, M. Reginald Ruggie Thorne, un milliardaire afro-américain autodidacte, un capital risqueur audacieux et président-directeur général d'un vaste empire multinational opérant dans la finance, l'immobilier, la technologie et les énergies renouvelables, venait de terminer une longue et tendue réunion. L'emplacement, le dernier étage d'un élégant gratte-ciel de verre et d'acier, niché au cœur du centre névralgique financier de New York, Wall Street. Aux yeux du monde, il était le symbole d'un calcul froid, d'un génie et d'une détermination sans faille. Un homme qui ne faisait jamais de compromis, qui ne cédait jamais dans le monde aux enjeux élevés du capitalisme impitoyable. Mais peu savaient que derrière cette apparence autoritaire, presque cruelle, Ruggie Thorne était aussi un philanthrope discret. Un homme qui donnait généreusement, souvent anonymement, à des causes soutenant les communautés vulnérables, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé des enfants. Cet après-midi-là, après avoir signé des accords cruciaux et conclu une réunion fructueuse avec de puissants partenaires commerciaux d'Asie, Ruggie a choisi de sauter le trajet de retour vers son Pantou surplombant Central Park. Au lieu de se faire conduire par son fidèle chauffeur, un imbécile à la retraite, il a décidé de faire un tour dans sa chère Rolls-Royce Phantom Drofead coupé. Une version décapotable rare et époustouflante de cette icône du luxe. La conduite était son sanctuaire privé. Il était passionné de voitures, surtout celles qui allient vitesse et élégance. Il adorait la sensation de se frayer un chemin à travers le chaos, de naviguer au cœur de la vie trépidante de New York. Cette ville qui lui avait tout donné, l'argent, la célébrité, le pouvoir et une vie de défi. Ce jour-là, il portait un costume 3 pièces Armani bleu marine parfaitement coupé. Il moulait la silhouette élancée et athlétique d'un homme pratiquant assidûment le sport. En dessous,
Il portait une chemise Bioni blanche impeccable en fine soie égyptienne et une cravate en soie Hermès Bordeaux, ornée d'un motif subtil et élégant. À son poignet gauche, une Patek Philippe Skymoon tourbillon en or blanc, l'une des montres les plus rares jamais fabriquées. Un chef-d'œuvre en édition limitée, qu'il s'est offert après un triomphe en fusion-acquisition il y a quelques années. Toute son apparence respirait la puissance, le contrôle et la domination silencieuse aux l'aura indubitable d'un homme qui vivait au-dessus des nuages, qui ne marchait que parmi les géants. Il déambulait tranquillement sur la 5e avenue, l'une des avenues commerçantes les plus glamour du monde. La circulation était, comme d'habitude, chaotique. Les vitrines des boutiques haut de gamme Gucci, Prada et Louis Vuitton défilaient à toute vitesse. Puis, soudain, un véhicule utilitaire Ford Interceptor du Nip apparut de nulle part derrière lui. Sa sirène hurla. Ses gyrophares rouges et bleus s'allumèrent. Ses phares clignotèrent violemment. Reggie Thorne cligna des yeux, surpris. Pourquoi? Il n'avait enfreint aucune loi. Un coup d'œil au compteur de vitesse le confirma, il roulait exactement à 40 km/h, la limite autorisée. Pas d'écart, pas de feu rouge, pas de téléphone à la main. Rien. Pourtant, il ne voulait pas de scène. Lentement et gracieusement, il gara sa voiture de luxe de près de 6 mètres de long sur le côté, juste devant la célèbre bijouterie Tiffany et Company, bondée de touristes et de piétons. Il baissa la vitre électrique, coupa le moteur et attendit. 2 agents sont sortis de la vieille voiture de patrouille. La première, une jeune femme aux cheveux blonds attachés en queue de cheval haute. Son visage était séduisant, mais son attitude était arrogante, suffisante et pleine d'importance. Sur son badge en plastique, on pouvait lire « Officier Cali ». À côté d'elle se tenait un homme d'un certain âge, bâti comme un grizzly, sa bedaine bombée suggérant des décennies de mauvaises habitudes. Son visage portait la fatigue de trop d'années de travail, de trop de rêves remis à plus tard. Son badge indiquait « Sergent Monsieur Duffy ». L'agent Cali arriva le premier à sa fenêtre. Aucun salut. Aucun respect. Aucune décence. Juste une commande froide. Votre carte grise et votre permis de conduire. Maintenant. Bonjour, officier, répondit Reggie. Sa voix, toujours calme et polie, était désormais glaciale. Quelque chose ne va pas? Est-ce que je fais quelque chose d'illégal? Il n'aimait pas recevoir des ordres aussi peu cérémonieux et aussi méchants, peu importe qui ils étaient. Nous avons des raisons de soupçonner que cette voiture a été volée ou liée à un crime, intervint le sergent Duffy d'une voix rauque et rauque. Une Rolls-Royce Phantom neuve, immatriculée dans un autre état, conduite par quelqu'un qui n'a pas l'air d'une personne comme les autres, tout cela est très suspect. Les propos du sergent Duffy, bien que non explicites, étaient indéniablement racistes et totalement inacceptables. Reggie Thorne fronça les sourcils. Un léger froncement de sourcils, mais suffisant pour exprimer son mécontentement. Inapproprié. Que voulez-vous dire, sergent? Ce que nous voulons dire, coupa l'agent O'Malley d'une voix aiguë, pleine de défis et de provocations, les gens de votre genre ne sont généralement pas capables de posséder ou de conduire des voitures aussi chères. À moins qu'ils ne soient des voleurs, des cambrioleurs ou des chauffeurs à gages. Elle fit un pas de plus. Veuillez maintenant présenter immédiatement votre pièce d'identité et la carte grise de votre véhicule, sinon nous devrons prendre des mesures plus fortes et plus drastiques. Reggie Thorne le ressentit alors. Une véritable colère. Une rage qu'il avait si longtemps réprimée commença à le ronger. Il s'était habitué toute sa vie à ce genre de préjugés, à ce genre de regard ignorant, à ce genre de mépris. Depuis qu'il n'était qu'un pauvre garçon noir grandissant dans les bidonvilles, jusqu'à aujourd'hui, en tant que milliardaire et figure d'influence mondiale. Mais il ne pouvait jamais l'accepter. Jamais l'ignorer. Messieurs les agents, dit-il d'une voix soudain tranchante, dénuée de toute fausse politesse, je tiens à vous informer que je suis l'unique et légitime propriétaire de cette voiture. Je n'ai aucune obligation de vous expliquer pourquoi je la conduis ni d'où je tire l'argent pour l'acheter. Il prit une inspiration mesurée et froide. Cependant, pour éviter des ennuis inutiles et pour faire gagner un temps précieux aux deux parties, je vous montrerai les documents sur demande. Il fouilla dans la poche intérieure de son élégant costume Armani, en sortit son portefeuille en alligator artisanal de Florence et en sortit lentement son permis de conduire international et sa carte grise. L'officier O'Malley arracha brutalement les documents des mains de Reggie, les regardant à peine avant de les jeter vers le sergent Duffy, qui se tenait à côté d'elle. Le sergent Duffy examina les papiers d'un peu plus près, puis fit un signe de tête lent et entendu, mais le doute persistait dans ses yeux. Les papiers semblent en règle, a-t-il admis,
mais nous devons encore vérifier quelques détails pour être sûrs. Veuillez sortir de la voiture pour que nous puissions travailler. Pourquoi dois-je sortir de la voiture? Demanda Ruggie Thorne, à bout de patience. Vous n'avez aucune raison valable de me retenir plus longtemps. Vous me faites perdre mon temps. Nous avons des raisons de soupçonner que vous transportez des produits de contrebande ou peut-être des drogues illégales ou des armes dans ce véhicule, a déclaré l'agent Ali avec effronterie, sa main déjà posée sur la poignée de son pistolet Glock 19. Ce geste n'était pas seulement audacieux, c'était une menace. Si vous ne coopérez pas, nous serons obligés de considérer cela comme une résistance à un officier, et les conséquences seront graves. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ruggie Thorne n'en pouvait plus. Ce n'était pas un homme qui se laissait intimider. Il avait bâti un empire à partir de rien et vaincu des ennemis bien plus rusés et puissants que ces deux officiers bornés et à courte vue. Écoutez-moi bien, vous deux jeunes policiers, dit Ruggie Thorne, sa voix désormais sinistrement basse, teintée d'une menace silencieuse qui imposait le silence. Je ne sais pas qui vous croyez être, mais vous commettez une grave erreur. Vous harcelez délibérément un citoyen innocent. Un contribuable à part entière. Un homme qui contribue probablement davantage à la vie de cette ville que vous deux réunis en un an. Son regard s'est aiguisé. Maintenant, rends-moi mes papiers et fiche le camp d'ici avant que je ne me mette vraiment en colère. Et crois-moi, tu ne veux pas me voir en colère. Les paroles fortes et l'assurance inébranlable de Ruggie Thorne n'ont pas incité les deux officiers inexpérimentés à s'arrêter ou à reconsidérer leur position. Au contraire, elles n'ont fait que les irriter davantage. Ils se sentaient moqués, humiliés, méprisés par quelqu'un qu'ils considéraient encore comme inférieur. Oh, regardez qui menace la police maintenant. Il se comporte comme un voyou, hurla le sergent Duffy, son visage déjà rouge encore plus foncé, tel un coq de combat prêt au combat. Laissez-moi vous montrer ce qu'est la loi à New York. Laissez-moi vous montrer qui commande ici. Il se tourna brusquement vers l'officier Ali, qui était déjà agité. O'Malley. Menottez ce fils de... Pour avoir résisté et menacé un policier en service. Ça suffit pour le mettre en prison. L'officier O'Malley, son sourire suffisant s'élargissant, sortit une paire de menottes en acier brillant de l'étui en cuir de sa ceinture et s'approcha de la portière de la voiture, avec la ferme intention de sortir Ruggie Thorne et de le menotter sur place. Mais Ruggie n'avait pas l'intention de les laisser faire cela facilement. Il n'était pas un agneau, et ce n'était pas un massacre. En une fraction de seconde, un moment bref mais qui a tout changé avant que la main d'O'Malley ne puisse toucher la poignée de la porte, Ruggie Thorne a rapidement sorti son téléphone Vertu Signature S plaqué or et incrusté de diamants de sa poche. Il n'a pas appelé son avocat, bien qu'il ait pu compter sur une équipe juridique parmi les meilleures au monde. Au lieu de cela, il appuya sur un seul numéro. Un numéro que seule une poignée des personnes les plus puissantes du monde possédait. L'autre bout du fil a décroché instantanément, sans sonnerie. Une voix grave et rauque répondit. Une voix pleine d'autorité et de la lassitude d'un homme accablé par de lourdes responsabilités. Monsieur Thorne, puis-je vous aider en cas d'urgence? Il s'agissait de l'inspecteur en chef du NIP, Mike Miller, responsable des affaires internes et de la division anticorruption de la police de New York. Ruggie avait déjà collaboré à plusieurs reprises, notamment lorsque les situations nécessitaient une certaine discrétion. Bonjour, inspecteur en chef Miller, dit Ruggie, sa voix polie mais froide, teintée de sens. J'ai un petit problème. Un malentendu, sur la 5e avenue, devant Tiffany et compagnie. 2 de vos agents, une jeune femme nommée Ali et un sergent plus âgé nommé Duffy, tentent de m'arrêter sans raison et utilisent un langage déplacé et insultant. Il laissa les mots pénétrer son esprit. Pourriez-vous envoyer quelqu'un de plus compétent, de plus sensé, pour éclaircir cette situation? J'ai vraiment peur que si cette situation perdure, elle attire une attention médiatique indésirable. Une pause. Et je ne pense pas que ce soit bon pour aucun d'entre nous. Et vous, inspecteur en chef? Il y avait le silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd et inquiétant. Puis Ruggie Thorne entendit l'inhalateur de l'inspecteur-chef Mike Miller. D'abord surpris, puis horrifié. Mon Dieu, monsieur Thorne. Je suis sincèrement désolé pour cet incident inacceptable. Il s'agit d'un grave malentendu, d'une négligence impardonnable de la part de mes subordonnés. J'interviens immédiatement. Veuillez rester calme et ne rien faire. Je gérerai la situation comme il se doit. La voix de l'inspecteur en chef Mike Miller était désormais remplie de panique, d'urgence et de peur non dissimulée. Ruggie Thorne sourit froidement,
un sourire qui était tout sauf joyeux. Je suis toujours calme, inspecteur principal. Mais je ne sais pas combien de temps vos deux jeunes officiers enthousiastes pourront garder leur sang-froid s'ils continuent à se comporter de manière aussi stupide. Il raccrocha le téléphone, puis se tourna lentement pour regarder directement l'officier O'Malley et le sergent Duffy, qui se tenaient figés comme des statues à côté de la voiture de patrouille. Leurs visages étaient désormais pâles comme des feuilles de bananier, vidés de toute trace de sang. Ils avaient entendu, mot pour mot, toute la conversation entre Ruggie Thorne et l'inspecteur-chef Mike Miller. L'inspecteur en chef Miller, ce titre était comme un marteau invisible qui s'écrasait directement sur leur crâne, les laissant stupéfaits et étourdis. Leur visage devint encore plus pâle. Est-ce que vous venez de parler au téléphone, à l'inspecteur-chef Mike Miller, bégaya l'agent Ali, la voix tremblante faible, dénuée de toute suffisance et de toute arrogance. Ruggie Thorne ne répondit pas. Il se contenta d'un ricanement, un sourire plein de mépris, un sourire qui leur fit froid dans le dos, comme s'il venait de plonger dans une grotte de glace. Moins de 5 minutes plus tard, peut-être seulement 3 ou 4, 3 SUV noirs banalisés de l'équipe d'intervention rapide du NIP, ainsi qu'une berline de luxe noire transportant l'inspecteur en chef Mike Miller lui-même, se sont précipités sur les lieux à une vitesse terrifiante. Les sirènes hurlaient. Les gyrophares rouges et bleus clignotaient violemment sur les toits, déchirant l'atmosphère bruyante de la 5e avenue. Des dizaines de passants curieux se sont arrêtés, ont entouré la scène, ont sorti leur téléphone pour filmer et photographier, créant un tourbillon de chaos et de tension. L'inspecteur-chef Mike Miller, un grand homme blanc d'une 50aine d'années, aux cheveux gris soigneusement coupés et vêtu d'un élégant costume noir, sortit de sa berline avant même qu'elle ne soit complètement à l'arrêt. Son visage était solennel, tendu et profondément inquiet. Il ne jeta même pas un regard à l'agent O'Malley ni au sergent Duffy. Au lieu de cela, il se dirigea droit vers Ruggie Thorne, qui se tenait toujours à côté de sa Rolls-Royce Phantom, l'air complètement nonchalant, comme si rien de grave ne venait de se produire. « Monsieur Thorne, bonjour. Je suis sincèrement désolé pour cet incident inacceptable et profondément regrettable, a déclaré l'inspecteur-chef Mike Miller, la voix pleine de remords et de sincérité. Il a dû s'agir d'un grave malentendu, d'une négligence impardonnable de la part de mes subordonnés. S'il vous plaît, soyez bienveillants et indulgents. Il se tourna pour regarder l'officier Ali et le sergent Duffy, et la rage, une rage terrible qu'il avait essayé de réprimer, éclata finalement dans ses yeux. O'Malley. Duffy. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Sais-tu seulement qui tu viens d'agresser? Veux-tu que toute la police de New York souffre ou perde la face à cause de ta stupidité et de ton manque de jugement? L'inspecteur-chef Mike Miller ne leur laissa aucune chance de s'expliquer ni de se justifier. Il se retourna aussitôt et lança un ordre sec aux officiers des forces spéciales qui se trouvaient à proximité, dont les visages étaient déjà durs de tension et de fureur. Désarmez ces deux-là. Retirez-leur leurs insignes immédiatement. Suspendez-les indéfiniment sans solde. Conduisez-les directement aux affaires internes pour interrogatoire. Ce soir. Je superviserai personnellement cette affaire et veillerai à ce qu'ils reçoivent la sanction qu'ils méritent. L'officier Ali et le sergent Duffy, le visage blême, le moral brisé, ont été impitoyablement escortés par les forces spéciales. Leur carrière dans les forces de l'ordre et peut-être même leur liberté ont pris fin de manière honteuse et irrémédiable, la même, dans les rues animées de Manhattan. L'inspecteur en chef Mike Miller se tourna vers Ruggie Thorne, son visage toujours brûlant de colère, désormais mêlé de supplications sincères et de remords. Monsieur Thorne, une fois de plus, je vous demande pardon pour cet incident extrêmement regrettable. Nous imposerons les mesures internes les plus sévères aux responsables. Une révision immédiate des procédures et un renforcement strict de la formation professionnelle et éthique seront mis en œuvre dans l'ensemble des forces de l'ordre afin que de telles situations honteuses ne se reproduisent plus. Ruggie Thorne le fixa un long moment. Son regard perçant et scrutateur mettait visiblement l'inspecteur en chef mal à l'aise. Puis il parla, lentement et délibérément. Inspecteur Miller. Je ne veux pas en faire tout un plat, car cela ne profiterait à personne. Mais je ne peux pas non plus accepter que des policiers, chargés de protéger le public, puissent agir de manière aussi peu professionnelle, abuser ouvertement de leur autorité et véhiculer des préjugés raciaux aussi flagrants. Ce n'est pas seulement mon problème personnel. C'est un problème systémique. Un problème profondément ancré qui nécessite une solution sérieuse. J'espère que vous prendrez des mesures concrètes, et non des paroles en l'air. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à la foule qui continuait à se rassembler, beaucoup continuant à enregistrer sur leur téléphone. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais.
J'ai des choses plus importantes à faire aujourd'hui. Sur ce, Ruggie Thorne monta calmement et avec assurance dans sa luxueuse Rolls-Royce Phantom Drofeal coupé. Il démarra le moteur et, avec une grâce naturelle, la voiture descendit la 5e avenue. Derrière lui se tenait l'inspecteur en chef Mike Miller, son visage était une tempête d'inquiétude, de confusion et de gratitude, entouré d'une foule encore bourdonnante d'excitation, chuchotant sur ce qui venait de se passer. L'affaire du milliardaire Reginald Thorne, qui avait été injustement victime de profilage racial de la part de 2 agents du NIPD, a provoqué une onde de choc silencieuse mais explosive dans tout le département. Les officiers au Mali et 2 filles ont été immédiatement licenciés et ont ensuite fait l'objet d'enquêtes criminelles pour abus de pouvoir et violation des droits civils. L'inspecteur en chef Mike Miller, malgré ses efforts désespérés pour gérer la crise, a également été sévèrement sanctionné pour son manque de leadership et de supervision. Mais plus important encore, sous la pression intense du maire, du conseil municipal et des groupes de défense des droits civiques, le NIPD a finalement été contraint de mettre en œuvre des réformes radicales, refonte des pratiques d'embauche, de la formation, de la supervision et des structures disciplinaires dans le but de démanteler le racisme, le favoritisme et l'abus de pouvoir qui avaient sévi dans ses rangs pendant des années. Pour Ruggie Thorne, ce n'était qu'un léger désagrément dans une vie jalonnée de triomphes et de turbulences. Pourtant, c'était un puissant rappel. Même au sommet du pouvoir, de la richesse et de la gloire, l'injustice, les préjugés et l'ignorance peuvent encore vous trouver. Et parfois, la forme de résistance la plus redoutable n'est ni la force brute, ni la puissance financière. C'est le sang-froid. C'est la sagesse patiemment acquise. Ce sont les alliances discrètes mais puissantes, forgées au fil des années, dans l'ombre des combats silencieux et des efforts méticuleux. La leçon ici est aussi limpide que profonde. Le véritable pouvoir ne se mesure pas à un uniforme de police, ni au poids d'une arme chargée. Il se niche dans l'intelligence, la maîtrise de soi, la capacité à désamorcer une situation tendue d'un seul mot, d'un seul regard. Il se manifeste dans cette influence invisible, mais implacable, que l'on détient lorsqu'on sait exactement qui appeler, au moment exact, sans jamais hausser le ton. Alors, dis-moi. Le milliardaire Reginald Thorne, dans cette rencontre teintée d'injustice et de racisme, a-t-il agi avec sagesse? A-t-il eu raison de faire usage de ses liens personnels avec l'inspecteur en chef du NIPD pour obtenir justice? Était-ce une réponse mesurée ou un privilège utilisé à bon escient? Les conséquences infligées aux agents au Mali et 2 filles, leur renvoi immédiat et les accusations criminelles qui pèsent sur eux sont-elles réellement à la hauteur de la gravité de leurs actes? Et qu'en est-il de l'inspecteur en chef Miller, désormais sanctionné? Est-ce suffisant? Est-ce le début d'un changement réel? Ou simplement un autre épisode isolé, bientôt oublié? Mais peut-être la question la plus importante est-elle celle-ci. Cette histoire vous pousse-t-elle, vous aussi, à réfléchir plus profondément à l'enchevêtrement complexe entre pouvoir, argent, privilège et justice dans notre société contemporaine? Surtout lorsqu'il s'agit des plaies ouvertes du racisme, des abus policiers, et des inégalités systémiques toujours bien enracinées?